Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue au Mini Connex Days 2021. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joanne Roduit, je suis l'un des cofondateurs de Connext et je serai votre modérateur aujourd'hui et demain, vu qu'on a deux sessions, une session ce soir et une demain. Et comme on est sur Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A box lors de la soirée. La soirée sera divisée d'abord par une présentation et ensuite on aura une trentaine de minutes de discussion. Et avant de commencer, alors ce soir avec Émilie, j'aimerais juste faire donner un résumé des Connex Days. Alors les Connex Days, qu'est-ce que c'est? C'est des courtes présentations on invite chaque fois un ou une spécialiste du domaine. Et ce soir, ce sera Émilie Bruchet. Alexandre Luyet, qui est également un cofondateur de Connex, devait être des nôtres, mais il a eu un empêchement. Alors, pour tous ces fans qui sont venus exprès pour lui, je suis vraiment désolé. Mais je suis certain qu'Émilie va faire un très bon travail. Et les Connex Days, c'est alors des courtes présentations en ligne. On a fait ça depuis le coronavirus. On s'est décidé de faire ces séances en ligne. Et une grande partie est aussi pour les questions-réponses, la deuxième partie des présentations. Et l'idée, c'est vraiment de partager des outils pratiques. Alors, on n'est pas ici pour faire de grandes théories. On a plein d'autres conférences où on participe également, où on est plus basé théorique. Mais ici, c'est pour donner des outils pratiques dans un environnement en constante évolution. Alors, non seulement avec la pandémie, mais également la transition numérique, la transition écologique. On se rend compte qu'on est vraiment dans un monde en transition. Et notre idée, c'est d'inviter des spécialistes de différents domaines pour nous aider à naviguer ce monde en constante évolution. Ensuite, l'idée, c'est de créer de l'interaction avec des entrepreneurs, innovateurs, scientifiques, décideurs politiques, etc., toute personne intéressée de près ou de loin à l'innovation. Alors, vous pouvez de nouveau laisser ces questions. Dans notre session de novembre, on avait, qui sont des Connex Days un peu plus long sur la durée pendant la semaine, on avait ces séances où chaque participant pouvait se rencontrer. On ne va pas le faire ici vu que c'est des séances un peu plus courtes, seulement sur 2 jours. Mais on va revenir très certainement en novembre avec une autre série de conférences. Alors voilà, les Connex Day, on avait fait la première séance en novembre sur les crises de l'innovation ou l'innovation en crise. Et maintenant, en mai, ce sera une séance en français sur la transformation numérique. Et là, de nouveau, on veut vous donner des outils pour naviguer cette transformation numérique. Et en novembre, ce sera de nouveau en anglais avec le thème Future Proof. Comment se préparer en fait au futur ou au futur pluriel. Et là, juste de nouveau les visuels qu'on avait préparés. Alors, celui de novembre n'est pas encore prêt, mais il se sera prêt dans quelques mois. Et voilà, alors le programme. Au programme, on a ce soir organisé des événements en ligne et demain, on aura sur la transformation numérique des PME. Et demain, ce sera une présentation qui est d'un toolkit qui est en préparation avec la Haute École de Gestion de Fribourg et qui est financé en partie par InnoSuisse, l'agence suisse d'innovation. Alors, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Émilie Bruchet, qui est chargée de communication chez Sciences Valley. Et Sciences Valley, c'est une plateforme qui défend et promeut l'activité scientifique professionnelle à l'intérieur comme à l'extérieur du canton du Valais en Suisse. Si des fois, là, j'ai vu qu'il y avait certains noms, il me semblait qu'il y avait certains de nos amis du Québec nous avaient rejoints, notamment Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe, Bélise Pipon du Québec, que j'avais rencontré il y a quelques années. Alors, pour situer Sciences Valais et le canton du Valais. Et Émilie est également collaboratrice scientifique chez Unidistance. Elle a une formation en philosophie, histoire de l'art et communication. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Je te Merci. laisse la parole. Merci Yann pour cette introduction et puis aussi à Connex pour l'invitation à participer à ces Connex Day.
Donc, je vous partage juste mon écran. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous parler de l'organisation des événements en ligne. Donc, j'ai séparé ma présentation en 3 moments clés. Donc, tout ce qu'il faut faire avant l'événement en ligne, tout ce qu'il faut faire pendant l'événement en ligne et tout ce qu'il faut faire après l'événement en ligne. Donc, avant l'événement en ligne, il y a 3 moments clés. 2 mois avant l'événement, 1 semaine avant l'événement et 30 minutes avant l'événement. J'ai mis à chaque fois ou plus parce que c'est vraiment les deadlines un peu minimum, mais c'est toujours mieux de se prendre un peu plus en avance que ça. Donc, 2 mois avant l'événement, donc c'est à ce moment-là qu'on décide du concept de notre événement en ligne, de la thématique, du speaker, du ou des speakers, de la date, du format et d'une plateforme web, vu qu'il s'agit d'un événement en ligne. Dès qu'on a ça, on peut mettre sur pied un système d'inscription si besoin. Donc, je vous conseille quand même si votre événement est gratuit, de mettre sur pied un système d'inscription. Ça vous permettra d'adapter la communication, de voir combien d'inscrits vous avez déjà, combien de potentiellement intéressés. Puis si vous n'en avez pas assez, de justement faire un peu plus de communication. Aussi, inviter le public si par email, par téléphone ou même par la poste si vous le souhaitez. Et puis, commencer la communication sur le site, sur les réseaux sociaux, via une newsletter. Et puis, s'il s'agit d'un événement public, aussi via des agendas externes. Et puis, 1 semaine avant l'événement, c'est le moment de tester la plateforme web avec les intervenants. Donc, c'est bien de faire un test son, vidéo, et aussi tester le partage d'écran sur la plateforme. Envoyer le lien pour se connecter aux inscrits, envoyer un reminder, j'ai mis automatisé parce que sur certaines plateformes, vous pouvez automatiser ce reminder, comme par exemple sur Zoom. Aussi relancer un petit coup à la communication pour que les derniers inscrits, les dernières personnes puissent s'inscrire. Et puis, si vous avez prévu d'envoyer des goodies par la poste, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et puis, 30 minutes avant l'événement, donc il faut se connecter, retester de nouveau la plateforme avec les intervenants. Donc, autant le son, la vidéo, le partage d'écran, éventuellement préparer un écran d'accueil. C'est ce que verront les participants quand ils vont rentrer sur votre plateforme. Aussi préparer un fond d'écran virtuel si vous le souhaitez, et puis recontrôler les paramètres. J'ai noté ça parce que si par exemple vous partagez votre compte, on dira votre compte Zoom avec d'autres personnes, c'est possible qu'ils aient changé ces paramètres pour un événement. Donc juste recontrôler que ce soit les paramètres que vous voulez pour votre événement. Et puis, de nouveau, bien redéfinir les rôles si ce n'est pas clair à ce moment-là. D'un point de vue purement technique, il faut contrôler que le Wi-Fi fonctionne bien chez vous. Vous avez assez de batterie sur votre ordinateur. Je conseille même, si vous avez 2 ordinateurs à la maison, d'en préparer un deuxième à côté au cas où vous avez un problème technique. Et puis, sur cet ordi, il faut que vous ayez accès rapidement à la plateforme web. Donc, il faut que vous rappelez, par exemple, de votre mot de passe Zoom, si vous faites votre événement sur Zoom. Et puis, ce qui est aussi bien, c'est d'avoir le numéro de téléphone des intervenants, donc de tous les speakers, des modérateurs, parce que si une personne, par exemple, a vraiment un bug technique, c'est toujours très utile d'avoir son numéro de Natel et pouvoir essayer de trouver une solution en l'appelant. Et puis, bien sûr, ne pas oublier d'enlever les notifications, que ce soit sur les applications de votre ordinateur, mais aussi sur votre téléphone mobile. Donc, pas oublier de le mettre sur silencieux. Et puis, c'est possible aussi, ça arrive assez régulièrement, qu'il y ait le public qui ait des problèmes pour accéder à votre événement. Donc, pas oublier d'aller voir au dernier moment s'il n'y a pas des personnes qui vont écrire par mail pour vous dire « j'ai un problème pour me connecter ». Donc, voilà en gros ce à quoi il faut penser. Et puis, les questions à se poser quand on organise un événement en ligne, la majorité de ces questions, c'est déjà des questions que vous allez vous poser lorsque vous organisez un événement en présentiel.
Donc, c'est quel objectif je souhaite atteindre avec mon événement, pour quel public cible, quel message je souhaite faire passer au public, quel budget j'ai pour cet événement. Bien que les événements en ligne soient moins chers que les événements en présentiel, ça nécessite quand même un budget, par exemple pour la licence de la plateforme web, et puis aussi si vous souhaitez rémunérer les intervenants, par exemple. Aussi, quelles ressources humaines j'ai? En général, on conseille d'être au minimum 3 personnes pour un événement en ligne. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Aussi, vous demandez, mais quel type d'expérience je souhaite proposer au public, et puis quel degré d'interactivité aura le public. C'est-à-dire, est-ce que le public il pourra poser sa question en ouvrant sa vidéo et puis son audio, ou bien est-ce qu'il pourra seulement écrire sa question dans le chat? Ça, c'est des questions qu'il faut vous poser. Est-ce que je souhaite faire un événement gratuit ou payant? Donc, je vous conseille peut-être que si vous faites un événement en ligne payant, il faut vraiment proposer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une conférence qui est déjà en open access sur Internet, sur exactement la même thématique que vous proposez. Sinon, les gens ne vont pas s'inscrire à votre événement. Puis, si vous organisez un événement payant, il faudrait aussi peut-être proposer vraiment quelqu'un qui est expert dans le domaine. Comme ça motiverait les gens à payer. Et puis, aussi se poser la question, est-ce que c'est pour un large public ou est-ce que je désire une atmosphère un peu plus intime? Est-ce que je souhaite que mon événement soit vraiment complètement en ligne, ou bien je préfère un format hybride, c'est-à-dire moitié en ligne, moitié en présentiel? Est-ce que cet événement sera en live, ou bien est-ce que je souhaite l'enregistrer et puis le diffuser seulement après coup? Et puis, est-ce que je souhaite diffuser mon événement sur d'autres plateformes? Par exemple, Zoom permet de diffuser en même temps sur Facebook et YouTube. Donc ça, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Donc, au tout début, il faut aussi décider du concept de l'événement en ligne. Donc, comme conseil, je dirais de ne pas transposer un événement en présentiel en ligne, comme ça, en fait, sans réfléchir aux particularités du digital. Dans le sens où le public en ligne a une capacité d'attention qui est quand même moins grande qu'en présentiel. Donc, si vous avez prévu, par exemple, 4 heures de conférence en présentiel, mais que vous devez abandonner votre événement et le faire en ligne, peut-être prévoir, lorsque vous transférez votre événement en ligne, peut-être prévoir des pauses un peu interactives. Vous pouvez, par exemple, inviter quelqu'un qui fait du fitness à faire des petits exercices de bureau. Et puis, le digital, c'est aussi une chance, dans le sens où vous pourriez utiliser cette opportunité pour, par exemple, inviter des speakers internationaux, ce que vous ne ferez peut-être pas lorsque vous organisez un événement en présentiel, parce qu'il faudrait à ce moment-là payer le billet d'avion, la location d'une chambre d'hôtel, etc. Donc, pensez peut-être aussi à toutes ces particularités du digital. Et puis, si possible, soyez original et créatif, dans le sens où, depuis le coronavirus, il y a quand même eu beaucoup d'événements depuis l'année passée. Donc, c'est l'occasion de faire quelque chose qui est un peu nouveau. Donc, nous, par exemple, avec Sciences Valais, on a essayé d'être un peu originaux, surtout par l'envoi de goodies qu'on a envoyé une semaine avant l'événement, par exemple, pour notre journée réseau. On a envoyé de la nourriture et des boissons qui étaient en fait pour certains moments de la journée. On a envoyé des perles au chocolat, par exemple, pour l'après-midi, qui étaient en fait à manger vraiment pendant les événements. Et puis aussi pour un autre événement qu'on a fait, qui aura lieu d'ailleurs ce jeudi. Donc, c'est un carnet scientifique en ligne sur la psychologie des odeurs. On a envoyé par la poste aux premiers inscrits une boîte noire. Donc, les gens ne sont pas censés ouvrir cette boîte avant le jour J. Et puis, ce sera en fait pour faire une expérience scientifique en direct. Donc, et puis, la créativité, ça passe aussi en fait par le choix de la plateforme web et puis des outils web dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, il y a aussi cette période
décider du format de l'événement en ligne. Donc, il y a plusieurs formats qui sont possibles, donc autant les webinaires, donc les conférences en ligne, que les workshops, qui sont un peu plus interactifs, où le public doit un peu plus participer. Il y a aussi formation continue, des cours, des débats en ligne, des interviews, des rencontres virtuelles, des échanges d'expériences, des assemblées générales, des vernissages, des visites virtuelles. Et puis, d'un point de vue purement technique, donc les plateformes web, en général, elles séparent en deux formats, donc les formats webinaires et puis les formats meetings. Donc, les formats webinaires, c'est plutôt pour les séminaires, les cours, les conférences, les tables rondes, les colloques, les présentations d'experts et les masterclass. Le public interagit avec le speaker via un modérateur en général et via le chat. Et puis, pour les meetings, par contre, le public est un peu plus présent. Il peut interagir avec le speaker, mais aussi avec les autres participants. Et ça, en général, c'est plutôt pour les workshops, les échanges d'expériences, les formations continues, les assemblées générales. Donc, pour aller un peu plus dans le détail de ces deux formats, donc, le format webinaire a pour objectif généralement de communiquer du contenu à une large audience et de former le public sur une thématique. Comme j'ai dit avant, le public interagit avec le speaker, mais de façon limitée via le chat et une modératrice. Et puis, en général, le public ne peut pas enclencher sa vidéo. Le public a un sentiment peut-être un peu plus passif. Et puis, généralement, c'est enregistré et diffusé après l'événement. Contrairement au format meeting, où l'objectif, c'est plutôt d'échanger et de réseauter avec les autres participants. C'est plus pour un groupe un peu plus petit, on dira, plus personnel et intime. Et puis, là, l'interaction est possible entre le speaker et le public, mais aussi entre les autres participants et puis le public qui peut enclencher sa vidéo. Il y a donc un sentiment plus actif du public et généralement, ce n'est pas enregistré, ce n'est pas diffusé après l'événement, entre autres à cause de la protection des données. Donc, le moment aussi, avant l'événement, il faut aussi décider de la plateforme de votre événement en ligne. Donc là, je vous ai mis une liste des plateformes les plus utilisées. Donc, vous voyez que toutes ces plateformes, elles proposent la licence webinaire et la licence meeting en général. Et puis, en général, bon, les webinaires, la licence webinaire est toujours plus chère que la licence meeting. Et si vous voulez être un peu plus originaux, il y a d'autres plateformes, par exemple Laptop in Space, où en fait, il s'agit de vous rencontrer entre ordinateurs qui peuvent bouger dans un espace virtuel. Donc ça, c'est une plateforme possible. Et à WonderMe, c'est un espace virtuel où les gens peuvent se rencontrer et parler autour d'une thématique. Donc là, vous voyez sur la photo. Donc, vous pouvez choisir en fait où vous allez. Vous pouvez, par exemple, aller aller d'abord écouter une présentation sur l'éducation. Et puis après, vous pouvez changer si vous voulez aller à quelque part d'autre. Si vous connaissez Zoom, WonderMe ressemble un peu aux breakout sessions. Donc, c'est des salles virtuelles où les gens peuvent parler entre eux. Et puis, sinon, il y a aussi GatherTown, où là, en fait, c'est un peu plus lié à la gamification et au monde des jeux. Vous pouvez, en fait, créer vous-même des espaces virtuels où, par exemple, vous mettez d'un côté une présentation d'un speaker, dans une autre salle, vous mettez une présentation d'un autre speaker, et puis le public, avec leur avatar, il peut bouger sur la carte. Et puis, il peut avoir accès aux différentes conférences. Et puis, au-delà de ça, donc, les plateformes web sont combinables avec d'autres outils en ligne pour avoir un peu plus d'interactivité. Par exemple, si vous décidez de faire votre événement sur Zoom, vous pouvez très bien, pour faire que les gens puissent collaborer ensemble, mettre un lien Miro pour que les gens puissent avoir accès à Miro. Donc, Miro, ça ressemble pas mal aussi à Flinga et à Padlet. Et puis, sinon, il y a aussi d'autres outils qui vous permettent de faire des sondages
en ligne, des quiz, des exercices en ligne comme Typeform, Delighted, Mentimeter, Socrative, Kahoot. Mais il y en a plein d'autres, bien évidemment. Et puis, vous allez me dire, mais alors, toutes ces plateformes, tous ces outils, comment faire pour décider? C'est selon les critères de prix. Donc, en général, les licences n'ont pas le même prix selon ce que vous décidez. Il y a aussi des limites de durée, c'est-à-dire si vous prenez une licence, peut-être que vous pourrez créer un événement qui ne durera que 2 heures, par exemple. Il y a aussi les limites de nombre de participants. Donc ça à prendre en compte. Il y a aussi l'accessibilité qui est un point très important dans le sens où il faut que le public ait accès vraiment rapidement à votre événement. Si possible, il faut qu'ils aient le moins de choses à faire pour qu'ils puissent participer à votre événement. C'est-à-dire, s'il faut commencer à installer un logiciel sur leur ordinateur et puis à faire un avatar, et puis voilà, ça risque un peu de les décourager. Donc, l'accessibilité, c'est quand même un point très important, le plus accessible possible. Les fonctionnalités aussi, chaque plateforme a ses fonctionnalités. Par exemple, sur Zoom, il y a un système d'inscription intégré, sondage aussi. On peut créer des sondages en live directement sur Zoom. On peut enregistrer. On peut diffuser sur d'autres plateformes, donc sur Facebook et YouTube en même temps. Il y a aussi une capacité de stockage. Et puis, il y a des données d'analyse qu'on peut récolter après les événements. Il y a aussi, je crois que c'est assez récent, maintenant, la possibilité de faire des traductions en simultané sur Zoom. Et puis, sinon, un autre critère, c'est la sécurité et la fiabilité. Il ne faut pas que votre plateforme bug le jour J. Donc, voilà, c'est aussi un critère important. Et puis, peut-être que l'éthique va jouer aussi un rôle dans le choix de votre plateforme. Donc, nous, avec Sciences Valais, en prenant un peu tous ces critères, on a décidé d'utiliser plutôt Zoom, surtout pour le critère de fiabilité, parce que ça bug vraiment quasiment jamais. Et puis, l'accessibilité qui est vraiment top. On a juste à envoyer un lien Zoom et puis les gens peuvent participer même avec leur navigateur. Donc, c'est super. Et puis, aussi pour les fonctionnalités, ça permet quand même de faire vraiment plein de choses. Et puis, pour un format hybride, donc à moitié en ligne et puis à moitié en présentiel, c'est aussi possible, généralement possible avec les plateformes web que je vous ai notées avant, ou bien même directement sur YouTube ou Facebook. C'est plus difficile et cher à mettre en place techniquement qu'un événement en ligne et puis un événement en présentiel. Il y a besoin de studios, même de matériel pour filmer. C'est encore mieux d'engager des professionnels qui peuvent vraiment filmer vraiment d'une manière professionnelle votre événement. Donc, il faut bien penser que le budget que vous mettez généralement dans un événement en présentiel, si vous souhaitez faire un format hybride, donc vous allez prendre le budget de l'événement, le budget et l'effort que vous allez mettre pour un événement en ligne, plus le budget et l'effort que vous allez mettre dans un événement en présentiel, ça fera ce que vous devez mettre comme pour un format hybride. Donc, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de budget, et puis c'est un peu plus compliqué. Et puis, les questions générales qu'on se pose lorsqu'on fait un format hybride, c'est comment faire pour que ni l'expérience en ligne, ni l'expérience en présentiel ne soit à moitié. Dans le sens où il faut que le public qui soit sur place en présentiel voit le speaker parler sans qu'il y ait une caméra devant qui est en train de filmer le speaker pour les personnes en ligne. Donc, il faut que la vue soit dégagée pour que le public voit bien le speaker. Il faut que le public puisse bien voir la présentation. Et puis, la même chose en ligne, c'est-à-dire en ligne, il faut que les personnes qui se connectent, ils puissent voir le speaker, ils puissent voir la présentation. Et puis, aussi par rapport aux questions, il faut que le public, autant le public en présentiel et puis le public en ligne puisse poser des questions. Donc, le rôle d'animateur, dans ce cas-là, il est vraiment compliqué parce qu'il doit gérer en plus donc, les questions sur Zoom, si vous avez décidé de faire sur Zoom, et puis les questions en présentiel. Et puis, la grande question aussi, c'est qui se trouve sur place et puis qui est en ligne.
En général, il y a quand même le speaker et l'animateur et la régie qui sont sur place. Mais après, si vous faites encore une traduction et puis si vous engagez encore quelqu'un pour faire du langage des signes, par exemple, on peut imaginer que ces deux personnes soient en ligne, directement connectées à Zoom. Ça, c'est à voir, et à réfléchir. Donc, avant l'événement, il y a aussi la question des inscriptions. Donc, soit c'est géré par la plateforme en ligne elle-même, soit vous utilisez une plateforme externe. Donc ça peut être Google Form, Eventbrite, Tapform. Vous pouvez aussi faire par simple retour d'email. Et puis, en général, les licences, elles sont limitées à un nombre maximum de participants. Donc, il faut limiter aussi les inscriptions. En sachant que en général, il y a beaucoup moins de participants que d'inscrits. C'est-à-dire que si vous avez 100 personnes qui sont inscrites pour votre événement, surtout si c'est un événement gratuit, vous avez, en général, il y a peut-être 70 personnes maximum qui vont venir le jour J. Donc, il faut aussi compter ça dans les inscriptions. Et puis, vous avez aussi des stratégies pour inciter les gens à s'inscrire à votre événement en ligne. Par exemple, nous, on avait fait qu'on envoyait, par exemple, un goodies par la poste seulement aux 50 premiers inscrits. Et puis aussi inciter les gens à participer le jour J. Nous, on avait par exemple, aussi avec les goodies, on avait dit qu'il fallait, c'était des choses qu'ils avaient reçues qui étaient en rapport avec l'événement, donc ça leur donne quand même un peu plus envie de participer. Il y a aussi une autre stratégie qui serait, pour que les gens participent le jour J, qui serait de dire ah, mais on n'enregistre pas. Comme ça, vous êtes obligé de venir. Mais bon, ça, c'est un peu plus, c'est un peu plus délicat. Autant profiter de l'accès un peu open, un peu ouvert des événements en ligne. Donc, pendant l'événement, il y a chacun a son rôle. Donc, il y a d'un côté les speakers, le ou les speakers, le ou les modérateurs, et puis le soutien technique. Donc, en général, c'est vraiment, une personne ne va pas faire deux rôles en même temps, sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis, pour le ou la speaker, son souci, c'est comment faire une présentation dynamique. Donc, il faut préparer des supports avec des effets, des templates, pas mettre trop de texte, mettre des images, des vidéos. Faire attention à communiquer simplement et surtout pas trop longtemps parce que on sait que la capacité d'attention en ligne est un peu plus limitée qu'en présentiel. Et puis, il faut aussi réfléchir à l'interaction avec le public. Est-ce que le public peut poser des questions dans le chat? Est-ce qu'il peut poser des questions directement en enclenchant l'audio et la vidéo? Est-ce que je veux poser une question au public avec des sondages? Est-ce que je mets sur pied un système de vote? Est-ce que je fais des breakout sessions? Donc ça, comme je vous ai dit avant, c'est des salles virtuelles qui permettent au public de parler ensemble et puis éventuellement de réfléchir à un exercice ou une question. Et puis, le speaker, c'est quand même celui qui est dans le spotlight, on dira. Donc, il faut aussi réfléchir à son apparence, donc au cadrage, à la lumière, éventuellement au filtre et puis à son habillement. Et pour le modérateur, son souci, c'est comment je vais animer une discussion en ligne et puis comment je vais la dynamiser. Donc, pour lui, il faut bien s'informer sur la thématique, sur le speaker et sur ses actualités. Ça, c'est important. Éventuellement, si c'est le modérateur qui va présenter le speaker, éventuellement demander une biographie actuelle au speaker pour être vraiment sûr que ce soit OK. C'est aussi bien préparer 10 questions en avance parce que même si vous avez prévu, par exemple, une discussion à la fin de la présentation du speaker, c'est possible que le public n'ait pas de questions. Donc, c'est toujours bien d'en avoir un peu sous le coude au cas où pour relancer la discussion. C'est aussi à lui d'accueillir le public. Il peut éventuellement préparer un rituel de début et de fin. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous, par exemple, avec Sciences Valais, on avait... en fait, on organisait des carnets d'essais scientifiques et puis, vu que c'était des carnets d'essais, on faisait santé avec un verre de vin au début et puis à la fin du carnet d'essais.
On peut aussi, je sais pas, proposer le rituel de tout le monde qui applaudit avec l'émoticône d'applaudissement à la fin. On peut aussi se dire qu'à la fin de l'événement, on fait une capture d'écran des participants pour avoir une photo souvenir de l'événement. Donc ça, c'est tous des rituels qui pourraient être utilisés. Et puis, c'est toujours bien d'annoncer le déroulé, d'expliquer au public comment poser des questions et puis les règles de conduite. Aussi demander l'accord si c'est enregistré, puis c'est diffusé sur d'autres plateformes. Et puis ça, garder un œil sur la montre, ça c'est, je trouve, le plus compliqué pour le modérateur parce que, d'ailleurs, j'espère que je ne parle pas trop longtemps, mais parce que en fait, c'est possible, ça peut arriver que le speaker parle, et puis que l'heure déborde. Donc, c'est à lui, en fait, de recadrer la discussion et puis ne pas hésiter à couper le speaker en lui disant « Désolé, mais il faut qu'on arrête. » Sinon, c'est aussi son travail de lire les questions dans le chat et rassembler les questions en respectant la vie d'être anonyme du public et puis remercier les participants, donc le public, les speakers à la fin et annoncer éventuellement les prochaines étapes et les événements. Donc, pour le soutien technique, leur souci, c'est comment faire pour éviter les problèmes techniques. Donc, en général, c'est pas mal de prévoir une plateforme externe. Donc, par exemple, si vous faites votre événement sur Zoom, de prévoir un groupe WhatsApp entre tous les intervenants de l'événement en ligne pour pouvoir écrire si vous avez un problème, si vous souhaitez une réponse à une question, c'est pas mal de prévoir ça. Aussi par sécurité, par exemple, ça c'est pour Zoom, mettre des autres personnes en co-animation. C'est-à-dire que parce que normalement, il n'y a que le hôte qui hôte l'événement, donc c'est toujours mieux de mettre des personnes en co-animation, parce que si le hôte a un problème technique, voilà, ça bug un peu pour tout le monde, donc c'est mieux que ça aille chez le co-animateur. C'est aussi lui, en général, qui démarre, qui arrête l'enregistrement et la diffusion. Et puis, il s'occupe aussi d'éteindre les micros des personnes qui n'ont pas la parole et qui feraient peut-être des bruits parasites. Si vous avez prévu une salle d'attente, c'est lui qui accepte les personnes, qui les bannit en cas de comportement inapproprié. Et puis, il répond aux questions dans le chat. Si jamais, si par exemple, il y a quelqu'un qui écrit « j'ai un problème technique, j'entends pas », c'est lui qui va dire ah ouais, essayez de faire ça, pour que votre problème se résout. Et puis, transmettre les questions sur d'autres plateformes, c'est-à-dire que le modérateur, si vous avez prévu, par exemple, de faire votre événement sur Zoom et en même temps le diffuser sur Facebook, le modérateur, il n'aura peut-être pas le temps d'en même temps regarder les questions sur Zoom et en même temps sur Facebook. Donc, lui, la personne qui s'occupe du soutien technique, elle peut aussi transmettre les questions au modérateur ou au speaker. Et puis, on se dit, ah voilà, j'ai fait mon événement, maintenant c'est bon. Mais non, il y a encore quelques étapes après l'événement en ligne. Donc, si vous avez mentionné pas mal de liens pendant votre présentation, c'est bien de les lister puis de les envoyer aux participants. Si vous avez enregistré, donc il s'agit à ce moment-là de monter la vidéo et éventuellement l'envoyer, partager le lien aux personnes qui n'auraient pas pu être présentes, par exemple. Aussi, vous pouvez envoyer un sondage aux participants pour savoir si votre événement a eu du succès ou pas. Vous pouvez aussi contacter les participants pour annoncer vos prochains événements. Aussi, remercier de nouveau les participants, autant les speakers que le public. Et puis, analyser les données recueillies par sondage et sur la plateforme de diffusion. Zoom permet, par exemple, de savoir quand les gens sont rentrés dans la session et puis quand elles sont parties. Donc, ça vous permet d'avoir des indices de succès de votre événement. Voilà, c'est fini pour ma présentation. Donc, maintenant, j'ouvre volontiers la discussion si vous avez des questions. Merci, Émilie, pour cette présentation. Et alors, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou il y a le Q&A box.
Et moi, j'aimerais commencer par une question. Une première question, c'est, alors on en a fait pas mal de ces présentations en ligne maintenant, hein, surtout depuis la pandémie. Et Mhm, qu'est-ce que tu penses de l'avenir des présentations en ligne? Vu que maintenant ça s'ouvre, enfin, dans beaucoup de pays, ça s'ouvre mhm, de plus en plus, les gens peuvent de nouveau se rencontrer, il y aura très certainement des conférences de plus en plus présentielles. Et je mhm, me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui va rester? Est-ce que c'est quelque chose on va aller dans ce format hybride? mhm. Juste savoir un peu ce que tu penses à ce sujet. Ben, nous, avec Sciences Valais, en fait, on ne se serait pas mis aux conférences en ligne si, il n'y avait pas eu le Covid, ça c'est clair. Et puis, on s'est rendu compte que quand même, c'est super parce que ça permet d'attirer des gens externes. Par exemple, on avait l'habitude d'avoir plutôt des gens locaux qui participaient à nos journées réseau. Et puis, on s'est rendu compte l'année passée, en organisant notre journée réseau totalement en ligne, qu'il y avait des personnes de Lausanne qui ont participé et puis qui nous ont clairement dit que si on avait fait en présentiel, elles ne seraient pas venues. Donc, je pense qu'à l'avenir, on va essayer, peut-être pas, enfin, si on peut de nouveau faire en présentiel, je pense on le ferait quand même en présentiel pour avoir ce contact humain, puis l'apéro après, après, qui est quand même très sympathique et puis qu'on ne peut pas faire en ligne. Mais pourquoi pas justement rajouter cette dimension en ligne et puis faire des événements hybrides pour pouvoir en fait avoir les deux et puis pour pouvoir ouvrir à un public un peu plus large. Si ce n'est pas hybride, ça peut aussi être simplement enregistré le jour J et puis diffusé après coup aux personnes qui n'ont pas pu être là. Et puis sinon, bah, à l'avenir, bah, je pense qu'il y aura quand même de plus en plus d'événements hybrides qui vont avoir lieu parce que c'est quand même, ouais, pour l'ouverture un peu plus internationale, c'est quand même génial. Ouais. Et Mais je ne sais pas, j'imagine, hein. J'en ouais, sais rien. enfin, j'imagine aussi que certains événements, comme par exemple les Connect Days, je pense on va très certainement rester sur le format en ligne. Et Mhm. ensuite, participeront qui participera. Et Ouais. j'imagine que ça fait venir aussi un autre public, en fait. Tu parlais aussi dans ta présentation d'accessibilité, et j'imagine que ça donne ce type de conférence, maintenant, surtout en ligne, donne d'accès à des personnes qui ne seraient jamais venues. Là, tu avais pris un exemple d'espace, hein. On ne peut pas se déplacer d'un endroit à l'autre. Puis après, il y a aussi, j'imagine, tout ce qui est temporel. On n'a pas le temps de venir maintenant, mais il y aura une rediffusion. Donc, on pourra Mhm. regarder la conférence plus tard. Et Ah, alors là, j'ai des questions qui arrivent. Une des questions, c'est comment monétiser ce type de conférence? Et alors là, j'imagine que ça a été le grand défi, hein. Tout ce qui est événementiel euh, ça a été vraiment très difficile, hein, durant la pandémie. Et mhm. comment monétiser ces conférences en ligne? Mhm. Bah, comme je l'ai déjà un peu dit, en fait, il faudrait vraiment pas proposer des événements payants qui existent déjà en ligne, quasiment la même chose. Il faudrait proposer si possible, des thématiques un peu nouvelles qu'on ne trouve pas forcément telles quelles en ligne, parce que sinon, les personnes ne vont jamais payer pour notre événement. Il faut aussi trouver presque des experts dans un domaine pour que les gens soient motivés, disons, à participer. Après cette question, en fait, j'organise des événements payants pour une distance, puis c'est vraiment la question de, OK, normalement, quand on fait un événement en présentiel, on sait combien on doit faire payer, mais en ligne, c'est un peu plus compliqué de se dire mais combien on va faire payer les gens qui vont participer. Puis il y avait aussi toute une série en fait de choses qu'on fait en plus d'un événement en ligne traditionnel, c'est-à-dire on peut après coup envoyer un PowerPoint un peu plus personnalisé, on peut envoyer aussi une confirmation de participation aux participants. C'est toutes des choses en fait qui ferait enfin, qui légitimerait le fait que les gens paieraient pour notre événement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je comprends, hein. Mais Ouais. enfin, le grand défi, ouais, je Ouais, pense, puis en général, c'est plus
les événements payants, en général, ce qui se fait actuellement, parce que du coup, on a dû faire quand même une analyse du marché, ce qui se fait, c'est souvent, en fait, les événements payants, c'est souvent des choses qui sont, enfin, des événements qui développent des compétences concrètes, qui peuvent être utilisées dans la vie professionnelle. Tandis que les événements gratuits, c'est plutôt, bah, c'est souvent, je ne sais pas que c'est tout le temps, mais c'est souvent un conférencier qui va parler de son thème, de sa thématique de recherche, par exemple. Euh, donc, voilà un peu la différence, je dirais, entre les deux. Et puis après, pour monétiser, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, au cas où. Non, c'est bien, merci. Des questions continuent d'arriver. Une question de Pierre-André Brechbull qui nous dit déjà excellent conseil. Alors, merci, Émilie. Je confirme, les conseils étaient très bien. Est-ce qu'on aura la checklist à disposition? Alors, on enregistre, donc ce sera mis sur YouTube, hein, Mhm. c'est bien ça. Et ensuite, on va en faire un toolkit, hein, c'est ça, on va le mettre, ce sera disponible en ligne et les gens auront accès à ce toolkit, à toutes ces données. Et si j'ai bien compris, tu me corrigeras si je me trompe, c'est qu'à Sciences Valais, vous offrez ça aussi dans un catalogue de prestations. Oui, ouais, en fait, on a développé, enfin, ça fait pas mal de temps qu'on a développé un catalogue de prestations, mais depuis l'année passée, on a rajouté l'organisation d'événements en ligne à notre liste de prestations. Donc, voilà, je pourrais aussi envoyer le lien vers ce catalogue si vous êtes intéressé, pas de souci. Alors, je suis en train de mettre le lien maintenant. Ah ouais. Et puis après, je mettrai aussi celui de Sciences Valais. Ensuite, alors, une autre question qui est venue, enfin, c'est une question, pour moi, peut-être c'est même une question au public. Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place comme rituel pour les Connex Days? On n'a pas vraiment de rituel là, Vous du n'avez pas début. encore? On n'a pas encore. Je sais pas, Donc, il faudrait que je connaisse un peu plus c'est Codex. seulement notre deuxième édition. Alors, on pourra regarder, Ah, on pourra regarder plus tard. Et une autre question qui est venue aussi, c'est au sujet du nombre d'inscrits. mhm. Est-ce que vous voyez une différence entre le nombre d'inscrits et le nombre de participants lors de vos événements? Et là, enfin, moi, mon expérience a été... Enfin, j'ai déjà écouté ton expérience et après, je pourrais partager la mienne. Ouais, pas de souci. Alors, on s'est rendu compte que, bon, déjà, ça dépend. C'est-à-dire, si vous faites votre événement gratuit, il y a en général beaucoup de personnes qui s'inscrivent, puis après qui ne viennent pas. C'est-à-dire, ça peut, enfin, si on prend 100 inscrits, euh, vous pouvez être content avec un événement gratuit s'il y a 70 personnes. Mais ça peut aussi être même plus bas que ça, hein, 50 voire 40 personnes sur 100. Après, si vous faites un événement payant, puis que les gens ont payé pour participer à votre événement en ligne, là, en général, c'était plutôt de l'ordre de 40 inscrits, 40 personnes qui payent, et puis il y a peut-être que 3 personnes qui ne viennent pas parce qu'ils ont payé pour participer. Euh, et puis, ouais, en gros, c'est ça. Euh, C'était aussi mon expérience. C'était des fois, après, jusqu'à 60% des inscrits ne venaient pas. Et ensuite, selon vos organisations, c'est que ça reste quand même des gens qui peuvent être connectés avec ce que vous faites. Donc, mhm, c'est pas perdu. Ensuite, envoyer le lien vers la présentation. ouais. Et puis, ah oui, aussi ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est rendu compte, quand on envoyait un goodies par la poste, que du coup, les gens, ils se sentaient obligés de participer plus que Ah, d'habitude. Surtout si ça avait un lien avec l'événement. ok. Alors, C'est-à-dire, ouais. j'ai deux choses à mettre en place pour les prochains Connectés. C'est le rituel et puis une série de goodies. Oui, mais ça dépend si tu as un public international. C'est un peu compliqué d'envoyer des paquets à travers tout le monde, à travers le monde entier, tu vois. Mais on va regarder pour relever le défi. Ouais, Hein, ouais. pourquoi pas? Même si c'est international, on va regarder ce qui est possible, hein. Mais on peut faire des cadeaux numériques. Oui, oui, c'est possible aussi, ouais. Ouais. Mm. Ensuite, une autre question de Valérie Olivier qui te remercie de nouveau pour ta présentation.
Pour un événement avec un public international, existe-t-il une possibilité de traduction en sous-titrage? Mhm. Alors, sur Zoom, maintenant, il y a la nouvelle fonction. Je crois que c'est autant avec les webinaires qu'avec les meetings. Il faut juste faire la mise à jour pour avoir la dernière version de Zoom. Mais en fait, vous avez la possibilité de traduire en simultané. C'est-à-dire qu'après, le public il pourra choisir entre différentes pistes et puis il n'entendra que la personne qui parle dans la langue qu'il veut, si vous voulez. Après, pour le sous-titrage, est-ce qu'on peut faire ça sur Zoom? Ça, je ne suis pas sûre. Je sais que sur YouTube, il y a le sous-titrage automatique, c'est-à-dire qui arrive comme ça. Bon, après, il faut prendre avec des pincettes, hein. Des fois, ce n'est pas... c'est pas très juste. Mais, mais voilà, ouais. Alors, moi, je sais que sur Facebook Live aussi, hein, j'ai vu le dernier Ah oui. scientifique qui a le sous-titrage en live. Mhm. Et je trouve que c'est assez bien fait. Et ça va continuer à s'améliorer, j'imagine. Et là, Mhm. ça donnera... alors, s'il y a le sous-titrage en plus qui est possible dans une autre langue, ça sera encore... C'est là, ça encore sera mieux. encore plus intéressant. Ouais. Mais en fait, bon, après, ça, vous avez toujours la possibilité, après l'événement, d'écrire en fait une feuille de sous-titres, enfin, d'écrire la traduction, puis de l'intégrer à votre vidéo sur Facebook et puis YouTube. Et vous pouvez mettre plein de langues, en fait, pour la même vidéo. Et puis après, les personnes peuvent décider de la langue dans laquelle ils veulent. Ouais. Mais ça nécessite un travail de traduction de votre part, quoi. Ouais, c'est pour là que c'est... Enfin, Serge Zana nous dit qu'en effet, le sous-titrage est bien disponible sur Ouais. Zoom. Et Mhm. puis là, pour la traduction, alors si ça peut être automatisé, ça serait encore mieux, ouais, parce que sinon, ça va faire... C'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps pour mettre ça en place. Ouais. Mhm. Alors, je Bon, nous, regarde. généralement, si on n'était pas content de la traduction automatique, on faisait quand même la traduction nous, parce que c'est clair que ce sera mieux que la traduction automatique, hein. Ouais, Enfin, au niveau de la qualité de la traduction. ouais. Je regarde la montre, vu que j'ai appris ce soir hein, que c'était le rôle du modérateur. Ouais. Ah oui, Nathalie. Bonsoir Natalia, ça fait plaisir de voir que Nathalie Sarrazin est des nôtres. J'espère que tu vas bien. Elle nous dit, en effet, sous-titrage et traduction automatisée directement dans PowerPoint. Ah, Alors ça, même en c'est top. Ouais. PowerPoint. Ok, Ouais. je savais pas. Bah, ça, c'est bien à savoir. Ouais. Excellent. Alors, il y a plein d'outils et c'est ça, hein, on est dans un monde en constante évolution, comme on disait dans l'intro, et qu'il y a plein de nouveaux outils qui arrivent tout le temps et c'est difficile des fois à naviguer, à savoir quel outil utiliser, quel outil tester. Et j'imagine que c'est ça, hein, c'est aussi souvent tester et puis enfin regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne un peu moins. Mhm. Est-ce que je regardais l'heure? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas, j'attends encore pour voir s'il y a d'autres questions. Je regarde, je vois qu'on a répondu à celles qui avaient été envoyées. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais te remercier de nouveau, Émilie, pour ta présentation. Merci. Merci aussi aux participants. Je sais il y a tellement de présentations en ligne. Déjà, merci d'être venu à celle-ci. Et demain, alors, on aura une autre séance, hein, toujours sur le thème transformation numérique. Ce sera demain sur la transformation numérique des PME. Alors, ce sera on se focalisera sur quelque chose un peu différent. Et de nouveau, c'est un toolkit qui est préparé par professeur Maurizio Caon et Dr Anaël Hervé de la HEG de Fribourg. Et avec Connex, on avait reçu un fonds Inno-Suisse pour préparer un toolkit pour aider les entreprises, spécifiquement les PME, dans la transformation numérique. Et là, ils vont nous présenter en fait les premiers résultats de leur recherche. Et ensuite, ça sera de nouveau transformé en toolkit qui sera disponible sur le site de Connext. Et dernière remarque, c'est n'oubliez pas de save the date, hein, réserver la date. Ce sera sûrement la dernière semaine de novembre, la série des Connext Days avec le thème Future Proof.
Alors, c'est tout pour ce soir. Merci à nous. Merci encore. Et puis, je vous dis à demain. Bonne soirée. Au revoir.